Il faudra voilà, appuyer sur ça le y est, bouton. j'ai lancé du coup. Ça y est, tu l'as lancé. Il y a bien marqué enregistré. Maman, je vais Alors, attention. C'est là que ça se passe, sur Gabriel. le radiateur. Oui, je vois rien. C'est là que Ça se ferme la... Ici. Ça va fermer peut-être Les sièges. un petit peu. Peut-être, mais Regarde, qu'est-ce que c'est là qui pas tombe? entièrement. on pourrait peut-être s'allumer ça pendant la durée de la raconter. Si quelqu'un a un briquet. J'ai vu la bougie. Ah oui, on a même... Il y a un briquet juste là-dedans. Voilà. On va ouvrir le temps de l'histoire. Est-ce que c'est une histoire? Oui. Bon, eh bien, nous voilà réunis pour embarquer ensemble pendant 1 heure au pays des histoires. Alors, au pays des histoires, que ce soit une histoire qu'on ait inventée soi-même, ou une histoire qui existe depuis des siècles et des siècles et des siècles, les histoires, elles habitent toutes au pays des histoires. Et les histoires, elles viennent pas comme ça. En général, il faut les appeler, voilà, il y a des petites formules magiques, et comme ça, les histoires, elles viennent. Mais si moi, toute seule, je fais la formule magique, ça ne marche pas. Il faut que vous fassiez aussi la formule magique. Vous voulez bien faire la formule magique? Oui. Alors, c'est très simple. Je vais vous dire un mot, vous allez en dire un autre. Moi, je vais vous dire cric. Et quand je dirai cric, vous direz crac. Et on va dire ça 3-4 fois. Et après, on dira venez les histoires. D'accord? Et avec cette formule magique, c'est obligé, il y a une histoire qui va venir. D'accord? C'est parti? Alors, quand je dis cric, vous dites crac. 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 Venez les histoires. Ah, j'entends une histoire qui arrive. C'est l'histoire de Raoul et Mélina. Raoul, à l'époque des fées, il avait une dizaine d'années. Il allait à l'école. Il manquait de rien. Il avait plutôt des jolis traits. Il avait plutôt des bonnes notes à l'école. Il avait des copains. Mais il souffrait d'une maladie émotionnelle qui s'appelait l'aquabonite aiguë. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il devait faire quelque chose de nouveau, d'un peu différent, d'un peu difficile, il y avait comme une petite voix surgie d'on ne sait où, qui lui disait qu'il était nul et qu'il n'y arriverait jamais. À quoi bon? De toute façon, la planète était foutue. Et Raoul écoutait sans cesse cette petite voix. Et Raoul avait des copains à l'école, mais il y en avait quelques-uns avec lesquels il s'entendait moins bien. Par exemple, Eric. Eric, il s'entendait pas du tout avec lui. Eric, à chaque fois qu'il pouvait faire quelque chose pour embêter Raoul, il se gênait pas. Et cet après-midi-là, Eric, il a fait tout un tas de petites boulettes en papier mâché. Et il s'amusait à les lancer dans le cou de Raoul. Alors Raoul, il détestait ça, il voulait dire quelque chose, mais il y avait son aquabonite qui l'empêchait, alors il ne disait rien. Mais la maîtresse, elle avait tout vu. Alors au bout d'un moment, elle s'est plantée devant Eric, elle lui a dit de lui donner son carnet de liaison. Et pendant qu'Eric il tendait son carnet de liaison à la maîtresse, il se souvenait de ce que lui avait dit son père.
si t'as encore une seule punition avant la fin du mois, t'auras pas de cadeau pour ton anniversaire. Alors pendant que la maîtresse elle repartait avec le carnet de liaison d'Eric près de son bureau, Eric il a regardé Raoul et puis il a fait. La fin de la journée a sonné, tous les enfants sont sortis en courant de la classe et Raoul est tout de suite allé se mettre avec des copains qu'il connaissait qui habitaient près de chez lui. Ils ont fait le trajet ensemble, Raoul regardait à gauche, à droite, mais il n'y avait pas de trace d'Eric. Puis arrivé à une dizaine de mètres de là où il habitait, les garçons se sont dispersés et Raoul s'est retrouvé tout seul et au moment où il allait rentrer chez lui, il a vu arriver Eric et toute sa clique, avec marqué sur leur tête « On va te faire ta fête ». Et là, Raoul, il n'a pas su quoi faire, alors il a fait demi-tour, il a pris ses jambes à son cou, il a remonté la rue, il a traversé la route, ça a été un vrai concert de klaxon, il a dévalé une petite rue, pris à gauche, à droite, il est remonté, là, il a vu un espèce de grande décharge avec un bus sur le dos, des carcasses de voitures, des vélos calcinés, il entendait les autres qui arrivaient derrière, alors il a accéléré et à travers le grillage, il a vu une porte au loin avec un énorme bâtiment tout autour. Alors il a rassemblé ses dernières forces, il a couru, il est arrivé devant la porte, il l'a ouvert, il l'a fermée, il a collé son oreille à la porte. Ah, il a entendu des pas. Eric et sa clique étaient là, ils étaient juste devant. Il entendait même Eric qui disait « Je vais lui faire bouffer mon carnet de liaison. Il doit être quelque part, faut qu'on le trouve. » Il a entendu les pas, les garçons qui résonnaient sur le bitume. Visiblement, les garçons ne se doutaient pas une seule seconde que Raoul était derrière la porte. Raoul avait atterri dans un très très drôle d'endroit. Il y avait une espèce de pluie de journaux, de magazines, de papier, puis ça faisait comme un gros tapis comme ça qui s'amoncelait. Ça sentait un petit peu bizarre. Puis là, il y avait des gros cubes. On aurait dit qu'ils avaient écrabouillé des déchets entre eux. Il y a eu du bruit derrière lui, alors il s'est retourné, il a vu quelques personnes qui arrivaient, il s'est vite caché derrière les gros cubes de déchets. Il s'est assis, il a mis sa capuche sur sa tête, et puis sans s'en rendre compte, il s'est endormi. Et pendant ce temps-là, dans le centre de tri, là où s'était réfugié Raoul, il y avait une classe qui faisait une visite. Dans cette classe, il y avait Mélina. Mélina, c'est bien simple, elle faisait tout le contraire de ce que disait la fille de la visite. Il fallait regarder à gauche, mais il la regardait à droite, puis elle regardait en l'air, elle papotait avec sa copine. Elle regardait même ses lacets en se demandant quand est-ce qu'elle allait trébucher dessus. Et puis elle a vu un bout de plastique, mais d'un rouge. Tellement beau, elle l'a ramassé. Et elle a vu à travers le sol qui était fait de grillage qu'en bas, il y avait une espèce de malle avec tout un tas de bric-à-brac à l'intérieur. Et Mélina, elle adorait le bric-à-brac. Alors, elle a enjambé la barrière de sécurité, elle a descendu le petit escalier et elle s'est retrouvée face à la malle. Et dans la malle, il y avait tout un tas de trésors. Il y avait une vieille tennis, il y avait une balle de tennis, il y avait des bouts de tissu, des rubans, des ressorts. Et alors, elle s'est mise à jouer, ses mains se sont mises à jouer, à assembler les choses entre elles. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle s'était fabriqué une petite poupée. Oh, t'es belle! Ah, je vais t'appeler Belle! Viens, je vais te montrer à mes copines! Alors elle a repris son cartable, elle est sortie de la malle, elle a remonté le grand escalier. Mais là, il n'y avait plus personne. Même plus les gens qui travaillaient au centre de tri. Alors elle s'est précipitée sur la porte où ils étaient entrés, elle a secoué, mais impossible de l'ouvrir. Elle s'est retournée, elle a vu qu'en bas, il y avait une grande porte. Alors elle a redescendu de l'escalier, elle est allée vers la grande porte. Mais la porte aussi était fermée. Elle était enfermée dans le centre de tri, elle n'allait quand même pas passer la nuit là. Et qu'est-ce que sa maman allait dire? Et au moment où elle allait avoir sa première larme qui allait couler le long de son œil, Mélina, elle a vu qu'il y avait une basket qui dépassait des cubes de déchets. Alors elle s'est un peu penchée, puis elle a vu qu'au bout de la basket, il y avait une jambe. Et elle s'est penchée encore un peu plus, et au bout de la jambe, elle a vu qu'il y avait « Hé, Raoul! Raoul, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Parce que Raoul et Mélina se connaissaient. Ils habitaient dans le même quartier. Alors elle s'est approchée de Raoul. Lui, il se réveillait à peine. Elle disait « Hé, Raoul, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, je me suis fait une poupée, je l'ai appelée Belle. »
Raoul, avec la poupée sous le nez, ça l'a mis grognon. Alors il lui a dit, mais elle est moche ta poupée. Et puis à ton âge, t'as encore besoin d'une poupée, mais t'es trop nulle. Regarde ce que je vais en faire de ta poupée. Alors il lui a arraché la poupée des mains. Il s'est mis à courir à travers l'eau, il a remonté l'escalier, il est arrivé tout en haut, au-dessus de là où il y avait la pluie des journaux et des magazines et des papiers, et puis il a fait « Ah, regarde ce que je vais en faire, moi, de ta poupée !» Mais Lina était là « Non, non, Raoul, ma poupée, rends-moi ma poupée !» Alors elle essayait de sauter comme ça, mais elle était beaucoup plus petite que Raoul, alors elle a pris la rambarde, elle a mis son pied comme ça pour enjamber, et là, ce qui s'est passé, c'est que son pied, il a ripé, alors elle a basculé par-dessus, elle est tombée en avant, Raoul a essayé de la rattraper, mais il a basculé avec elle. Et ils sont tombés. Et leur chute a duré, mais duré un temps interminable. Jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur un grand lit de mousse verte. Et devant eux, l'horizon à perte de vue. Une forêt, on aurait dit une ville un peu plus loin. Visiblement, ils n'étaient plus du tout dans le centre de tri. C'est alors qu'ils ont entendu une voix derrière eux. C'est beau, n'est-ce pas? Alors ils sont sursautés, ils se sont retournés, ils se sont retrouvés face à une femme. Une vieille femme, à la peau burinée par les âges et le teint tanné. Et dans ses yeux, on ne savait pas si c'était l'amour ou l'autorité qui l'emportait. Bonjour, je suis Ayua. Dans mon dialecte, cela veut dire femme du fond des âges. Et vous, qui êtes-vous et que faites-vous là? Alors Raoul et Mina se sont présentés, ils ont expliqué qu'ils étaient là par erreur, qu'ils ne voulaient pas du tout être là et qu'ils voulaient rentrer chez eux. Alors Ayua leur a dit que de toute façon, ils ne pouvaient pas rester là, que c'était trop dangereux. Parce que Mortifère envoyait en prison quiconque s'introduisait sur son territoire. Raoul et Mina se sont regardés et Ayua, devant leur mine défaite, a dit « Je vais vous aider. » Elle s'est accroupie. Elle a pris un bâton et elle a dessiné un grand cercle. Après, elle a pris des pierres qu'elle avait dans sa poche. Elle les a lancées. Puis elle a regardé Raoul. Elle les a fait venir devant elle. Elle leur a dit, mes enfants, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que il y a bien un moyen pour que vous puissiez rentrer chez vous. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Vous allez devoir réussir une épreuve, faire quelque chose pour ce monde. Vous allez devoir faire pousser un jardin dans la vallée des sables infinis. Alors Raoul et Mina ont protesté, ils ont dit qu'ils avaient autre chose à faire et qu'ils voulaient rentrer chez eux. Ayua leur a expliqué que ce serait difficile de faire pousser cette vallée parce qu'elle était aride. Depuis 15 ans que Mortifère avait stérilisé toutes les terres. Alors Raoul et Mina ont protesté, ont dit qu'ils avaient autre chose à faire et qu'ils voulaient rentrer chez eux. Ayua leur a dit qu'il faudrait qu'ils soient très prudents. Parce qu'il y avait des pillards, des dangereux pillards, avec des têtes à faire peur et des drôles de montures. Il ne fallait pas qu'ils les croisent. Alors Raoul et Mina ont protesté, ont dit qu'ils avaient autre chose à faire et qu'ils voulaient rentrer chez eux. Et Ayua leur a dit que de loin, elle les aiderait. Raoul et Mina ont accepté l'épreuve. Ils se sont remis debout, ils ont pris congé d'Ayua. Ils allaient repartir quand Ayua a arrêté Raoul d'une main sur son épaule. Elle l'a retourné, elle l'a regardé dans les yeux, puis elle lui a dit « Jeune homme, si tu veux vaincre, souviens bien toi de mes paroles. Fais de la beauté ton allié. » Raoul n'a rien trouvé à répondre. Il a tourné les talons, il est allé rejoindre Mélina et ils sont partis, ils se sont élancés à travers le paysage. Pendant qu'ils marchaient, il y a un aigle noir qui s'est élevé dans le ciel et qui s'est mis à les suivre.
Raoul et Mélina marchaient. Raoul était en proie à une terrible crise d'aquabomite aiguë. Mais comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle croit, cette vieille folle? Que j'ai que ça à faire, moi, faire pousser un jardin? Je m'en fous de son jardin, de toute façon, j'aime pas la nature. Mélina, de son côté, elle était en émerveillement devant tout, les moindres touffes, le moindre bosquet, le moindre nuage. Hé, Raoul, regarde, tu vois, là, il y a mon ombre. Hey, ouhou. À ton avis, si je me tourne, mon ombre, elle sera là ou là? Alors elle s'est tournée, elle a regardé son ombre, et puis elle a vu au loin un espèce de gros nuage de poussière. Hé, Raoul, regarde. Alors Raoul s'est retourné, il a vu au loin un gros nuage de poussière. Oh, puis il y avait des drôles de montures. Les pillards! Oh! Alors, ils se sont tournés, ils ont vu un gros rocher derrière, ils ont pris leurs jambes à leur cou, ils sont allés se cacher derrière le rocher. Arrivaient 5 hommes, avec des drôles de montures, mi-chevaux, mi-chars, et des têtes à faire peur. Leur chef a arrêté la troupe. Il a regardé le sol. Des pas, l'horizon, plus de pas. Des pas, un rocher. 3 yeux, va voir. Alors 3 yeux est allé voir. Il s'est approché du rocher. Derrière, Mélina, elle avait tellement peur qu'elle avait l'impression qu'on n'entendait pas de son cœur dans toute la vallée. Elle s'est collée contre Raoul, mais Raoul lui a dit « Ah, mais arrête, tu me gênes, pousse-toi » Alors il l'a poussée, Mélina est partie un peu, mais elle est revenue contre lui. « Mais Raoul, j'ai peur, mais arrête, tu m'empêches de respirer » Alors il l'a poussée plus fort, Mélina a trébuché, elle est tombée à plat ventre, à découvert, devant 3 yeux qui arrivaient. Et quand elle a vu les 3 yeux qu'il avait sur son visage, elle a poussé un cri strident. Elle s'est mise sur ses petites jambes, elle s'est mise à courir. Alors le chef, il a dit « Minibra, vas-y » Alors Minibra, il s'est lancé avec sa monture, il a fait tournoyer son lasso au-dessus de lui, il l'a lancé, le lasso s'est pris dans les jambes de Mélina et paf! Elle est tombée la tête la première en avant. L'homme a arrêté sa monture, il est descendu, il a vu qu'il y avait un épais liquide rouge qui se mélangeait avec la terre. Il s'est penché, là. Pauvre gamine. Il est remonté dans son char. Derrière le rocher, Raoul avait juste eu le temps de ramasser Belle, la petite poupée Mélina qu'elle avait fait tomber. Et à ce moment-là, il y a un pillard qui est arrivé, qui l'a fait prisonnier et qui l'a amené devant son chef. Et chef, Reptile, il a besoin de nouvelles recrues là pour la fosse à déchets. On pourrait peut-être lui emmener? Ouais, ok, tu le ligotes, tu le mets dans le chevauchard et on y va. Et à ce moment-là, il y avait Minibra qui revenait. Alors Minibra, ça donne quoi? Oh chef, la gamine, soit elle est morte sur le coup, soit les bêtes sauvages s'en chargeront cette nuit. Ok, alors on y va, on s'encombre pas. Ils ont ligoté Raoul, ils l'ont mis dans leur chevauchard. Et ya, ils se sont élancés à travers la plaine, jusqu'à leur repère. Quand ils sont arrivés, ils ont jeté Raoul dans un cachot, ils lui ont défait ses liens, ils ont fermé la porte. Et Raoul, il a pris la petite poupée Belle, il l'a jetée dans un coin du cachot. Il s'est dit, tout ça c'est de sa faute, il ne serait rien arrivé, c'est de sa faute. Et puis il s'est endormi. Le lendemain, Minibra est venu le réveiller avec une longue corde. Il a enroulé la corde au poignet de Raoul, il l'a traîné à sa suite dehors. Il y avait un soleil implacable haut dans le ciel. Partout, à perte de vue, on aurait dit un désert. Il y avait juste au loin un espèce de tertre en terre vers lequel Minibra semblait emmener Raoul. Et plus ils avançaient, plus Raoul voyait qu'au-dessus de ce tertre, il y avait des oiseaux qui volaient, on aurait dit des mouettes. Oh, et cette odeur, à vous briser les poumons. Oh. Et ils sont arrivés devant le tertre en terre. Là, Minibra est tout de suite allé voir Reptile, le chef, le contremaître, celui qui organisait tout ça. Il lui a dit hey, Reptile, j'ai une nouvelle recrue pour toi. Alors Reptile, il a regardé Raoul. Ah, il est bien maigrelet celui-là, tu me les ramènes toujours un peu trop maigrelet. Mais je vais faire avec. Et toi, gamin, viens là. Raoul n'entendait rien. Il était stupéfait par le spectacle qu'il avait devant les yeux. Sur des centaines et des centaines de mètres, il y avait des déchets
mais des déchets, toutes sortes de déchets. Et il y avait des gens avec des drôles de têtes, il y en a qui ça manquait des oreilles, il y en a qui n'avaient pas de bras. Ils étaient là avec des paniers, ils mettaient des déchets dans leurs paniers. Mais Reptile s'impatientait. Hé gamin, je t'ai appelé! Alors il a tiré sur la corde, Raoul est arrivé et il s'est planté dans les yeux jaunes de Reptile. Reptile l'a regardé, des pieds à la tête, il lui a dit bon, je vais t'expliquer, ici c'est moi le chef. Va pas falloir t'amuser avec moi parce que sinon, tu vas tâter de mon fouet. Alors ici c'est simple, il faut remplir des déchets dans des paniers, mais que les déchets que je vais te dire, c'est compris? Reptile s'est détourné pour attraper un panier. Et à ce moment-là, Raoul, il a vu dans son dos une énorme queue de lézard. Alors il avait les yeux comme ça, Reptile a dit qu'est-ce que tu regardes? C'est moi que tu regardes comme ça? J'aime pas les fouineurs dans ton genre. Alors il lui a collé le panier dans les bras et il lui a dit toi, ce sera les déchets de métal. Puis il l'a retourné, il l'a poussé en avant. Raoul a dégringolé là, comme il a pu, il a fini par atterrir à plat ventre dans les déchets. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient vu, beaucoup de gens qui avaient rigolé. Alors il s'est remis debout. Il a regardé comment faisaient les autres, il a posé son panier, il s'est penché, il a commencé à plonger ses mains à l'intérieur. Cette marée de déchets. Alors il a tiré un pneu avec des vieilles chaussures, un thermomètre à découvert. Ah oui, ça c'était du métal. Alors il a mis ça dans son panier. Et toute la journée, il a fait ça. Il a trempé ses mains jusqu'au coude dans les déchets pour essayer de remplir son panier de déchets de métal. Puis il y a un bruit qui a retenti. Et Raoul a vu que tous les gens se mettaient debout, mettaient leur panier sur leurs épaules et ils partaient tous en file indienne, derrière, devant plein de grands bacs. Alors il a fait pareil. Et au moment où ça a été son tour de tendre son panier, il y a Reptile qui est arrivé. Reptile qui a regardé son panier. Alors, tu veux jouer? C'est rempli à ras-bord qu'il me le faut ton panier. Je tiens mes promesses, tu sais. Alors il a sorti son fouet. Et là, il a fouetté Raoul. Minibras a ramené Raoul dans son cachot. Avec un peu d'eau, il a pansé ses plaies, ses cicatrices, ses brûlures. Et puis il lui a dit hey, Raoul, plaisante pas. Fais gaffe, Reptile va te faire mener une vie d'enfer. Alors le lendemain, Raoul est retourné à la marée de déchets. Il a posé son panier. Et il a passé toute la marée de déchets de fond en comble. Il plongeait ses bras jusqu'aux épaules, il ressortait tous les déchets qu'il pouvait, Mais à la fin de la journée, son panier, il restait ça, il ne s'était pas rempli à ras-bord. Alors quand il l'a posé devant Reptile, Reptile à nouveau a tenu sa promesse. Là. Et le lendemain, et le jour d'encore après, et le jour d'encore après, et le jour d'encore après. Mais Raoul, il remplissait de moins en moins son panier, il avait de moins en moins de force, il avait des espèces de fièvre, et puis il n'arrivait plus à tendre ses bras, il n'arrivait plus à bouger sa tête parce qu'il avait des cicatrices, des brûlures partout. Mais Reptile ne voulait rien entendre, chaque jour il continuait de le fouetter. Si bien que ce soir-là, quand Reptile encore une fois a fouetté Raoul est tombé sans connaissance au sol comme une pierre lourde. L'un des pillards l'a ramassé, il l'a traîné jusqu'à son cachot, il l'a jeté à même la pierre, il a refermé la porte en se disant pauvre gamin. Raoul a repris connaissance un petit peu plus tard. Et le premier truc qui lui est venu à l'esprit, c'est qu'il avait l'impression de s'être transformé en enclume. Son corps était lourd, il ne pouvait rien bouger. Il avait mal partout. Et même là,
Son aquabonique ne le laissait pas tranquille. Il l'a sentie arriver de loin, il l'a vue et elle s'est mise à lui manger la tête. Mais qu'est-ce que j'étais nulle! Mais il n'y en a pas deux des nuls comme moi! Pas être fichu de mettre des déchets de métal dans un panier! Mais c'est pas possible, mais je vais crever là et c'est que de ma faute. Et là, il était là, il ne voulait pas entendre, il ne voulait pas entendre ça. Et là, il a vu la petite poupée de Mélina qu'il avait jetée le premier soir. Et là, il y a un truc qui s'est déchiré en lui. Et ça a grondé du fond de son corps comme un torrent qu'on entend bien longtemps avant qu'il n'arrive. Et ça montait, et des sanglots ont déchiré sa poitrine, dévalé la pente de ses joues et il s'est mis à pleurer. Toutes les larmes qu'il n'avait jamais versées en 10 ans. Et pendant qu'il pleurait, il a entendu une voix. Une voix qui lui a dit « Enfin, tu m'appelles ?» Il était temps. Alors il s'est tourné. « Ayua! Ayua! Vous êtes là! Oh, Ayua, venez m'aider !» Alors elle a dit « T'inquiète pas, je suis venue t'aider. » Elle s'est avancée vers lui, elle s'est agenouillée. Et là, elle s'est mise à toucher différents endroits de son corps. Le creux de sa gorge, son ventre, ses genoux, ses chevilles, le haut de sa tête. Et à mesure qu'elle touchait son corps comme ça, Raoul sentait comme quelque chose qui le rafraîchissait, les brûlures des plaies partaient, et puis il avait l'impression que ça pétillait à l'intérieur, dans ses muscles, dans ses tendons, dans ses ligaments, et il a retrouvé toute sa force. Et il a dit à Ayua qu'il avait faim, alors elle lui a donné à manger, il s'est assis, il lui a dit qu'elle avait soif, alors elle lui a donné à boire, il s'est mis debout, il lui a dit « Ayua, Ayua, faut que vous me sortiez de là, c'est pas possible, ils vont me tuer !» Mais Raoul, je ne peux pas. Même si je voulais, je ne peux pas. C'est ton épreuve. Il n'y aura de victoire que la tienne. Mais Ayua, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, regardez. Je vais t'aider. Pour ça, il faut que tu me donnes un objet que tu pourrais avoir avec toi quand tu ramasses les déchets. Alors Raoul est allé chercher Belle, la petite poupée Mélina. Et au moment de la tendre à Ayua, il s'est arrêté. Alors Ayua lui a dit « Il y a un problème ». Elle a dit « Oui, Ayua, il y a eu un petit problème avec Mélina. » « Ah, ton amie Mélina, je t'arrête tout de suite, Raoul, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. » Alors Raoul a ouvert des grands yeux. Quand vous êtes parti avec les pillards, il y a une troupe d'amis nomades à moi qui est passée juste là. Ils ont vu Mélina, ils ont vu sa blessure, et comme ils savaient que je pourrais la guérir, ils me l'ont amenée. Alors Raoul était content. Il a dit « Mais alors, je peux la voir, elle est où ?»« Ah, écoute, j'ai guéri sa blessure, mais pour l'instant, elle reste sans connaissance. Prends patience, je vais sûrement réussir à la ramener. En attendant, donne-moi ta poupée. » Alors Raoul a tendu Belle à Ayua. Dans un langage que Raoul ne connaissait pas, Ayua a parlé à la poupée. Et la poupée s'est cabrée. La poupée a tressailli, elle s'est tordue, elle a comme dansé. Puis Ayua a rendu Belle à Raoul. Et elle lui a dit « Maintenant ta poupée sait. Laisse tes mains se faire guider par la poupée. Et tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Quant à moi, je reviendrai te voir plus tard. » Et elle a disparu aussi bizarrement qu'elle était arrivée. Raoul a mis la petite poupée dans sa poche. Il s'est allongé. Et il s'est très vite endormi. Le lendemain, quand un pillard est venu ouvrir le cachot, il n'en a pas cru ses yeux. C'est un Raoul habillé de pied en cap, frais comme un gardon qui était là. Il est passé devant le pillard sans un mot, sans un regard. Il est sorti, il allait directement droit sur la marée de déchets. Il est passé devant Reptile sans même jeter un regard. Il a pris son panier, il s'est installé dans la marée de déchets. Il a relevé ses manches. La poupée était là. Il a plongé sa main. Ah, il a senti peut-être comme une petite vibration.
Puis à un moment, il a frôlé quelque chose d'un peu coupant, d'un peu froid. Et à ce moment-là, la poupée s'est mise à se cabrer. Alors il a recherché, il a attrapé l'objet et la poupée était comme en transe dans sa poche. Alors il a ressorti sa main, la poupée n'arrêtait pas de bouger. Une magnifique canette écrabouillée, ça marche! Alors il a mis la canette dans son panier et toute la journée, il a passé au crible, la fosse de déchets. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pas 1 millimètre carré ne lui a échappé. Il a plongé ses mains, mis dans son panier, plongé ses mains, mis dans son panier, et à la fin de la journée, c'est un panier rempli à ras-bord de déchets de métal qu'il a posé devant Reptile. Pendant que Raoul entrait à son cachot, Reptile le regardait partir, en se demandant ce qui s'était passé. Et le lendemain, et le jour d'encore après, et le jour d'encore après, Raoul mettait invariablement des paniers remplis de déchets de métal devant Reptile. Et ce soir-là, Ayua est revenu lui rendre visite. Raoul lui a raconté ce qui se passait et comment il pouvait montrer à Reptile que lui aussi savait remplir des paniers de déchets de métal. Et Ayua l'a arrêté en lui disant que maintenant il était temps qu'il parte. Alors Raoul a protesté en disant qu'il ne savait même pas comment la trouver, lui, cette vallée des sables infinies, puis il n'était pas jardinier, il ne savait pas comment faire. Alors Ayua lui a dit qu'il n'aurait qu'à suivre la direction de la plus grosse étoile qu'il verrait dans le ciel et qui pourrait pas se trouver là. Elle lui a dit aussi, quand tes poumons et ta bouche seront aussi secs qu'un désert, alors tu sauras que tu es arrivé. Alors Raoul a protesté en disant qu'il n'était pas sûr d'y arriver parce qu'il n'avait jamais fait ça et puis quand même c'était dangereux. Et Ayua lui a dit qu'elle lui avait amené quelque chose. Tu vois Raoul, cette petite goutte de cristal, elle contient un liquide très précieux, du temps où le grand esprit vivait encore parmi les humains. Si tu as une question, si tu doutes, si tu ne sais plus quoi faire, interroge le grand esprit et sois attentif car il te répondra. Alors, Ayua a tendu le talisman à Raoul et à ce moment-là, la porte s'est ouverte dans un grand fracas, laissant passer Reptile et les pillards. Je savais bien qu'il se tramait quelque chose, saisissez-vous d'eux. Ayua les a arrêtés d'une main, elle a dit vite Raoul, sauve-toi. Et là, Raoul, pris d'une impulsion subite, a avalé le talisman. Alors, pendant qu'il s'échappait à travers la fenêtre, Ayua lui a dit « Raoul, maintenant c'est par ton corps que le grand esprit communiquera avec toi !» Et pendant que Raoul courait à travers la plaine, Ayua a disparu dans un grand oubli, une fumée, laissant les pillards interdits. Pendant qu'elle rentrait chez elle, par des moyens dont seule elle avait le secret, elle s'est demandé si elle n'aurait pas dû dire la vérité à Raoul concernant Mélina. Raoul a longtemps couru. Et puis, à un moment, il lui a semblé qu'il n'y avait plus de bruit derrière lui, plus de mouvement. Alors il s'est arrêté, il a regardé autour de lui. Il faisait nuit noire, il n'y avait rien aux alentours. Alors il s'est laissé tomber contre un rocher. Il y avait une quantité d'étoiles dans le ciel, il n'avait jamais vu ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 30, 40, 50. C'était tellement beau. Ah, ça devait être ça, l'étoile dont lui avait parlé Ayua. Et s'il y arrivait après tout, s'il y arrivait à la trouver cette vallée et à le faire pousser ce jardin. Alors il s'est endormi et le lendemain il s'est réveillé. Il s'est mis en marche tout de suite. Il a avancé en direction que l'étoile lui avait indiquée la veille. Et plus il avançait,
plus, il avait chaud. Il avait beau mettre ses vêtements sur sa tête pour protéger son crâne, c'était ses épaules qui avaient chaud. Il avait beau enlever ses chaussettes, c'était terrible. Il suait partout, ça dégoulinait. Il arrivait de plus en plus difficilement à respirer. Jusqu'à ce qu'il arrive devant une espèce de promontoire qui dominait une vallée. À gauche, il y avait une petite pente douce. Alors il est descendu et il s'est retrouvé au milieu de la vallée. Et là, il s'est rendu compte que sa bouche et ses poumons étaient aussi secs que le désert. Alors il a regardé au sol, une terre aride, craquelée, poussiéreuse. Ma foi, il l'avait trouvée. Yeah, j'ai trouvé la vallée des sables infinis. Mais je vais jamais rien pouvoir faire pousser là-dedans. Et alors, c'est là que son amie la plus fidèle est arrivée. Mais c'est pas possible, j'ai dû me tromper, ça y est, je me suis pris pour le plus grand des explorateurs qui se guère dans les étoiles. Non mais ça peut pas être ici, la vallée des sables infinis, j'ai dû me tromper, je vais continuer ma route. Une douce brise s'était levée. Elle venait caresser la nuque de Raoul, juste à l'endroit où la sueur avait mouillé ses cheveux. Écoute, écoute. Mais Raoul n'entendait rien. Non mais qu'est-ce qu'elle croit, Ayua, que j'ai que ça à faire, moi, lui faire pousser son jardin? Je vais lui dire que si elle me renvoie chez moi, mes parents lui donneront de l'argent, et comme ça, elle l'embauchera, son jardinier. La brise s'était faite plus forte. Elle faisait volter le bas du t-shirt de Raoul. Écoute, écoute. Mais Raoul n'entendait pas. Non mais moi, j'en ai marre qu'Ayua elle me dise quoi faire. Je suis pas à ses ordres, et puis je suis pas jardinier, et puis ça me plaît pas, et puis j'aime pas faire tout ça. Et le vent s'était gonflé. Il faisait voler des poussières comme des grands cercles, et on entendait écoute, écoute. Et ça envoyait de la poussière dans les yeux de Raoul, et ça mettait ses cheveux dans ses yeux. Ah, fichu vent. Et là, il a entendu de partout dans la vallée. Écoute, écoute. Alors il a dit écoutez, mais quoi? Juste au moment où il a dit ça, le vent est tombé d'un coup. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Et puis il lui a semblé entendre quelque chose. Il n'y avait rien, il n'y avait personne à l'horizon. On aurait dit que ça venait du sol. Alors il s'est mis à genoux, il a collé son oreille contre la terre et il a entendu. Connais-tu seulement ma peine, toi qui fous le matin? J'ai perdu des chers enfants que j'ai nourris de ma chair. Pillés, saccagés par ce que j'ai porté. Je suis mère au cœur blessé. Raoul ne trouvait pas vraiment grand-chose à dire. Alors la voix a parlé. Bonjour. Ce n'est pas souvent que j'ai de la visite. Qui es-tu? Je suis Raoul. Et qu'est-ce que tu viens faire là? On m'a dit que je devais trouver la vallée des sables infinis, mais je me dis que j'ai dû me tromper. Non. Non, je ne t'ai pas trompé. C'est bien ça, la vallée des sables infinis, aride et sèche. Mais pourquoi es-tu venu t'échouer ici? Parce qu'on m'a dit que je devais faire pousser un jardin, ici. Pousser un jardin? Mais je suis inculte depuis 15 ans qu'on m'a stérilisée. Qui t'a demandé de faire pousser un jardin ici? Une espèce de vieille femme, un peu bizarre, qui s'appelle Ayua. Ayua?
Tu es un ami d'Ayua? Mais sois le bienvenu, Raoul. Bon, vous la connaissez? Si, je la connais. C'est la seule qui m'a aidée au moment où Mortifère est venu me stériliser. Tu te rends compte? Il a acheté tous les paysans en prison. Et après année après année, il a confisqué toutes les graines qu'il a mis dans un grand coffre et qu'il a emmené dans son palais. Et depuis, il nous a stérilisés. Et il est interdit de faire pousser quoi que ce soit en dehors de ses usines et de ses serres. Tu trouves ça normal, toi? Je m'égare. Bon, tu dois être fatigué, Raoul. Laisse-moi te faire une place. Alors la terre s'est creusée. Elle s'est modelée comme un coquillage creux pour faire un abri à Raoul. Raoul a déposé Belle, la petite poupée. Puis il s'est glissé dans son abri. À la terre, il a souhaité bonne nuit et il s'est endormi. Et puis, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il était encore plein dans ses rêves. Il avait rêvé toute la nuit de forêt, de troncs d'arbres, de racines. Et puis il se demandait comment il allait bien faire tout ça, à réparer la terre, faire pousser un jardin. Et il a entendu la voix d'Ayua dans sa tête comme s'il y était. Le grand esprit. Ah oui, le grand esprit. Alors il s'est mis debout. Grand esprit? Grand esprit? Peux-tu me dire comment je fais pour réparer la terre et pour faire pousser un jardin? Puis il a attendu. Il a fini par s'asseoir. Puis à ce moment-là, il a vu un petit oiseau qui est venu se poser juste à côté de lui. Le petit oiseau a regardé Raoul. Raoul a regardé le petit oiseau. Et à ce moment-là, son bras a bougé tout seul. Le petit oiseau est parti voler un peu plus loin et puis il est revenu se mettre à côté de Raoul. Alors le petit oiseau a regardé Raoul a regardé le petit oiseau et à ce moment-là, son bras a fait un drôle de saut aussi. Et puis le petit oiseau allait se mettre un petit peu plus loin, il n'arrêtait pas de piailler, de chanter. Et à ce moment-là, Raoul a senti la plante de ses pieds qui piquait, qui chauffait, qui chatouillait, qui le démangeait. Il n'a pas pu faire autrement que de se mettre debout. À ce moment-là, l'oiseau s'est mis à s'envoler et Raoul a senti la plante de ses pieds qui piquait, qui chauffait, qui chatouillait, qui le démangeait. Il n'a pas pu faire autrement que de se mettre à courir. Et il s'est retrouvé là à courir derrière le petit oiseau qui volait. Et il a couru, et au bout d'un moment, le petit oiseau l'a laissé devant une forêt. Alors, fallait voir l'état de la forêt. Brûlée, des arbres coupés, déracinés, des branches tombées par terre. Raoul s'est avancé dans la forêt. Il a commencé à marcher, puis il a senti quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis un moment. Oui, ça faisait frais. Puis il a regardé au sol. Il a vu qu'au sol, il y avait tout un tas de trucs. Il y avait des racines, il y avait des bouts de liane, des bouts de feuilles, des bouts de bois. Et il s'est dit que ça protégerait certainement la terre du soleil, ça lui ferait du bien. Ni une ni deux. Il a pris une énorme brassée de tapis de végétaux. Il est retourné jusqu'à la vallée et il a posé ça sur la terre. Puis il est retourné à la forêt, il a pris du tapis, il est retourné à la vallée, il l'a posé et ainsi de suite. Toute la journée, il a fait des allers-retours entre la forêt et la vallée. Et au soir, il avait recouvert toute la vallée avec ce tapis végétal. Et quand le soleil s'est couché, que la chaleur est tombée, il y a une humidité qui s'est levée.
Et Raoul a entendu que la terre soupirait d'aise. Alors, il s'est glissé dans son abri. À la terre, il a sauté bonne nuit et il s'est endormi. Le lendemain, il a regardé, le tapis était toujours là et il s'est dit mais je vois toujours pas comment je vais faire pousser mon jardin. Puis alors qu'il était en train de rêvasser, il y a quelque chose qui est rentré dans son champ de vision, une espèce de petite bête. Alors spontanément, il a levé la main pour l'écraser et à ce moment-là, tout son bras s'est mis à le brûler. Alors il a reposé son bras et il a regardé la petite bête. Il a regardé que la petite bête, elle rentrait sous la terre, elle creusait un petit trou et elle ressortait de l'autre côté. Puis elle faisait ça pareil quelques centimètres plus loin et puis pareil quelques centimètres plus loin. Et Raoul a vu que s'il prenait une petite brindille souple, il pouvait la glisser à l'intérieur du petit trou que la bête avait fait. Il s'est dit, oh oui, ça ferait du bien ça à la terre, j'en suis sûre, ça l'aérerait. Mais il m'en faudrait des centaines de petites bêtes comme ça. À peine il avait dit ça, qu'il a vu arriver de l'horizon en file indienne des quantités d'insectes. Des fourmis, des cloportes, des araignées, des cafards, des vers, et ils sont tous venus s'installer à ses pieds. Raoul leur a dit de faire ce qu'il savait faire, parce qu'il était persuadé que ça ferait du bien à la terre. Et les petites bêtes se sont toutes enfouies dans la terre sous le tapis végétal. Et elles ont commencé leur travail. Et le soir, quand le soleil est tombé, la chaleur s'est atténuée. L'humidité est montée, et à ce moment-là, Raoul a entendu la terre qui rigolait très légèrement. « Oh, ça me chatouille !» Alors il s'est glissé dans son abri. À la terre, il a souhaité bonne nuit et il s'est endormi. Et à partir de là, tous les jours, il a surveillé l'avancée des réparations. Alors il regardait sous le tapis végétal, il regardait et vérifiait avec les petites bêtes si tout allait bien. Et puis, au fur et à mesure des jours, il voyait bien qu'il se passait quelque chose. Parce que la terre a changé de couleur. Elle était devenue plus marron. Et puis, quand il la prenait dans sa main, c'était pas la même texture, elle était plus souple, plus terreuse. Et cette odeur de sous-bois. Il a vu un aigle noir qui volait dans le ciel. Alors qu'il allait s'endormir, se mettre dans son abri, il a entendu des pas derrière lui, il s'est retourné et il a vu Ayoua qui est arrivée. Les retrouvailles ont été joyeuses. Quand elle a vu ce que Raoul avait réussi à faire, elle l'a félicité, elle l'a remercié même. Et Raoul a demandé des nouvelles de Mélina. Et Ayoua lui a dit, Raoul, je ne vais pas aller par 4 chemins. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mélina, elle a guéri sa blessure au front, mais je n'arrive pas à la ramener. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je sais faire et qui marche d'habitude, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à la ramener. Si seulement... Alors Raoul a dit, oui, si seulement quoi? Si seulement j'avais une plante, une seule plante, une plante de vie, je pourrais en faire un breuvage et je sais que Mélina reviendrait. Et alors Raoul a dit, mais on la trouve où cette plante? On trouve la graine de cette plante dans un coffre. Un coffre, Raoul, où Mortifère a mis toutes les graines. Un coffre, Raoul, que tu vas devoir aller chercher. Alors Raoul a dit, mais il est où ce coffre? Alors Ayoua lui a dit que le coffre se trouvait à Ogminia, la capitale de Mortifère, et qu'il se trouvait dans son château, dans la plus haute place de son château, la pièce qu'il avait baptisée la chambre des médailles. Alors Raoul s'est mis à faire les 100 pas et il disait, mais Ayoua, je ne vais jamais y arriver, il doit y avoir des gardes. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour toi.
tu vas partir dès maintenant. Comme ça, tu arriveras demain matin à Ogminia. Il y aura marché, il y aura foule, personne ne te verra. En plus, je t'ai amené un plan qui te donnera l'entrée du souterrain. Ce souterrain te mènera par un grand escalier directement à la chambre des médailles. Tu ne peux pas échouer, Raoul. Je compte sur toi. Nous comptons sur toi. Mélina compte sur toi. Alors Raoul a dit au revoir à Lua, a dit au revoir à la terre, à ses nouveaux amis. Et il s'est mis en route. Très vite, il a rejoint une grande route. Et effectivement, il a vu qu'il y avait beaucoup de marchands qui semblaient se diriger tous au même endroit. Et quelqu'un l'a apostrophé, lui a demandé s'il voulait faire la route avec lui. Alors Raoul a dit oui, il est monté avec le marchand. Ils se sont mis à discuter, puis à un moment, Raoul a vu que dans le cou, le marchand avait un espèce de tatouage, comme des grandes lignes noires avec des petits chiffres en dessous. Alors Raoul lui a demandé ce que c'était, et le marchand lui a dit « Ça, c'est ce qui dit qui je suis. C'est ma carte d'identité. » Raoul n'a pas insisté. Ils sont arrivés à Ogminia très peu de temps après. Le marchand a laissé Raoul. Il y avait un monde fou. Il y avait des étals partout. Au fur et à mesure où il se rapprochait des étals, on voyait qu'on y vendait de drôles de choses. Il y avait des fraises carrées, renforcées à l'ADN de poisson, parce que c'était plus pratique quand on les emmenait en pique-nique, ça risquait moins de s'abîmer. Et puis il a vu des oranges, goût de fraises, des bananes, jus de pêche. Bref, il allait continuer son chemin quand ses yeux ont été attirés par un éclat d'or, un éclat brillant. Et là, il a vu qu'il y avait un marchand qui venait de sortir de sous sa table un cajot. Et dans son cajot, il y avait des tomates en or. Et il disait à la dame qui était là et qui tenait son fils dans ses bras, « Alors je vous préviens, moi je veux bien vous les vendre celles-là, mais il va falloir me signer une décharge, parce qu'elles sont sorties tout droit de l'usine. J'ai pas encore le brevet, hein, il faut bien faire attention. Mais je vous garantis qu'avec ça, ça dope les capacités à faire de l'argent. Aussi sûrement que la nuit appelle le jour, si vous mangez de mes tomates en or, votre portefeuille va se remplir de jour en jour. Mais chut, chut. Et au moment où le marchand tendait les tomates en or à la vieille dame, Raoul a été pris de quelque chose de plus fort que lui. Il s'avançait, il voulait ces tomates en or, il les voulait. Alors, il entendait même plus tout son corps qui tremblait, qui piquait, qui chatouillait, il faisait même plus attention à ça. Et au moment où il a tendu la main pour prendre les tomates, son bras est parti comme ça d'un grand coup, et là, blablabla, tout est tombé. Les pommes, les tomates, les oranges, les mandarines, tout est tombé. Ça a fait un boucan. Et à ce moment-là, la dame qui tenait son fils dans ses bras, elle s'est retournée, et Raoul a hurlé quand il a vu que son enfant, s'il avait bien un corps, avait cependant 2 têtes et 4 bras. Et la dame, elle avait des pustules partout sur le visage. Alors comme il a crié, ça a fait du bruit dans le marché. Tous les gens qui étaient là autour, ils se sont tournés. Et Raoul, ils avaient vu qu'ils avaient tous les mêmes tatouages dans le cou. Et ils avaient des têtes terribles. Ah, le teint bistre, le teint vert avec des pustules partout. Et ils avançaient vers lui menaçant. Alors il a tourné les talons, il s'est mis à courir. Il a descendu l'escalier, il a remonté, il allait à gauche, à droite, il est couru. Jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et il s'est laissé choir dans une toute petite ruelle bien loin du marché. Alors il a sorti le plan qu'à Lua lui avait donné. C'était drôle. Ses pas l'avaient emmené juste à quelques mètres de l'entrée du souterrain. Ça devait être par là. Alors il s'est remis en route. Il est arrivé devant la vitrine d'un magasin désaffecté. Il n'y avait personne. Il a mis un coup de coude. Il est rentré. Et tout à sa joie, il n'a pas vu l'ombre grise et furtive qui s'est glissée derrière lui.
À l'intérieur du magasin, il faisait tout noir, mais il s'est repéré vite et il est arrivé au pied du grand escalier dont lui avait parlé Ayua. Alors il a commencé à grimper. Grimper. Et l'escalier faisait des mètres et des mètres. Et le bruit de ses pas résonnait si fort qu'il n'entendait pas le bruit des pas de la personne qui marchait plus bas. Et puis il est arrivé en haut. Et il a atterri dans la chambre des médailles, une grande pièce toute ronde, toute vitrée. Il s'est mis en quête du coffre. Et là, qu'est-ce qu'il voyait? La médaille du plus fort. Ça, c'était quoi? Le certificat du plus riche. Ah, la coupe du vainqueur. Et c'est alors qu'il a vu le coffre. Alors il s'est précipité devant le coffre, il s'est mis à genoux, le cœur battant, il a ouvert le coffre. Il y avait des graines par centaines et par centaines. Il était fou de joie, il riait, il criait, il plongeait ses mains. Forcément, il n'a pas entendu les pas derrière lui. Tout ce qu'il a senti, c'est une petite piqûre dans le cou. Alors il s'est retourné vif et là, il a vu un homme avec une étrange tête, des petits yeux, des petites lunettes, un petit menton, un vêtement gris. Et avant que Raoul ne s'écroule, le monsieur lui a dit « Dommage !» Et puis il est tombé. Quand il a repris ses esprits, il avait au poignet des espèces de filaments blancs, tout mous, mais très résistants. Pareil aux chevilles. Et puis il était dans une espèce de bulle blanche en plastique. La porte était entrebâillée et il a vu des hommes et des femmes qui passaient avec des blouses blanches, des tubes à essai, des lunettes. Il y avait des animaux aussi. Puis à un moment, il a entendu « Votre Excellence, Votre Excellence !» Et puis il a vu tout le monde se pencher en avant. C'est alors que la porte de sa cellule s'est ouverte, laissant apparaître un homme tout de noir vêtu, assis dans un fauteuil roulant, et sur son visage, on voyait bien qu'il ignorait la compassion. Alors, ainsi c'est toi qui oses venir me défier ? Misérable petit avorton, je ne peux pas croire que tu agisses pour ton propre compte. Qui t'envoie? Et quand Mortifère, parce que c'était bien lui, a appris que c'était Ayua qui avait emmené Raoul ici, il a manqué s'étrangler de rage. Quoi? Ayua? J'ai pensé que cette sale créature devait être morte, vous deviez vous en occuper. On réglera ça plus tard. Et que comptiez-vous faire avec ces graines? Alors, quand Mortifère a appris que Raoul voulait faire pousser un jardin, il a manqué s'étrangler de rire. Un jardin. Un jardin. Toute chose inutile et impossible. Ne sais-tu pas que j'ai fait stériliser la terre il y a plus de 15 ans? Désormais, rien ne pousse sans que je le désire, rien ne vit sans que je l'ordonne. Et quand Mortifère a appris que Raoul avait réparé la terre, il a explosé de colère. Il a dit « C'est impossible, je referai stériliser cette terre. Il n'y a que moi qui puisse décider de ce qui se crée. C'est moi qui donne la vie et c'est moi qui l'ôte. Et c'est ce qui va t'arriver pour avoir osé me défier. Tu vas avoir l'immense privilège, jeune avorton, de rejoindre mon peuple. Le peuple des êtres nucléairement modifiés. Oh, tu vas être heureux à vivre pour tes besoins et à penser que c'est ça le bonheur. Acheter. Dans quelques jours, il ne restera plus rien d'humain en toi, mais rassure-toi, tu seras très heureux. Garde, démarrer le processus de déshumanisation. Mortifère est reparti et la porte de la cellule de Raoul s'est fermée. Raoul était seul. Bizarrement, il était calme. Je pensais
tout ce qu'il avait vu de bien ces derniers temps. À Yua, à la terre, au grand esprit. Puis lui, il avait réussi à réparer la terre. Puis il a repensé à Belle aussi. Alors il l'a prise. Mais c'est vrai que t'es belle. J'avais jamais remarqué. Mais c'est vrai que t'es belle. Et là, à ce moment-là, Raoul, il a senti quelque chose dans son cœur qui faisait autant du bien qu'autant du mal. Il a senti quelque chose qui se déchirait comme une grosse fleur rouge qui était en train de lui pousser dans le cœur avec plein de pétales énormes. Et à ce moment-là, il s'est mis à rire, mais à rire. Il était tellement heureux, pris d'allégresse. Il ne pouvait plus s'arrêter de rire. Et pendant qu'il riait, il s'est rendu compte que les bracelets en plastique blanc étaient en train de fondre et pareil à ses chevilles et que la porte s'ouvrait, laissant passer le visage d'Aliwa qui lui disait « Enfin, tu m'appelles, il était temps. » Alors Raoul s'est jeté dans ses bras et Aliwa lui a dit « Oui, bah vite, il faut qu'on parte. » Elle avait autour de son cou 2 espèces de sacs en cuir blanc dans lesquels elle avait mis les graines. Toutes les personnes dans le laboratoire étaient inanimées au sol et ils sont rentrés à la vallée d'une façon dont seul Aliwa avait le secret. Quand ils sont arrivés à la vallée, Raoul, pour commencer, il a dormi. Plusieurs jours. Et puis il s'est réveillé. Et le premier jour de son réveil, il a planté toutes les graines. Le deuxième jour, il a pris les pierres qui étaient pleines des pleurs de la terre et il les a pressées pour arroser les graines. Et le troisième jour, il a chanté tout ce qu'il connaissait, tous les chants qu'il connaissait, qui lui sont passés par la tête, par la bouche et par le cœur. Il les a chantés. Et au matin du 4e jour, tout avait poussé. Et quand le vent passait à travers les plantes et les fleurs, on entendait tous les chants que Raoul avait dit pour faire pousser la nature. Aliwa est allée cueillir la plante dont elle avait besoin. Elle l'a transformée en un breuvage qu'elle a donné à boire à Mélina. Et quelques heures plus tard, Mélina reprenait connaissance, se mettait debout. Raoul était content de la voir. Bon, il n'est pas allé jusqu'à la prendre dans ses bras, mais il n'était pas loin. Alors bien sûr, on a fait la fête. Ça, tout le monde, tous les amis d'Aliwa, toutes les personnes du coin sont arrivées. On a fait la fête, on a dansé la nuit, le jour, on a mangé, on a bu, on a ri, on a chanté. Ça a été une célébration comme ils n'en avaient jamais vu. Et au plus fort de la fête, Aliwa est venue trouver Raoul et Mélina. Elle leur a dit « Bon, maintenant, il faut que vous rentriez chez vous. Vite. Je ne voudrais pas que Mortifère vous trouve et vous empêche de rentrer chez vous et vous empêche de dire ce que vous avez vu ici. » Alors Mélina et Raoul, vite fait, ils ont dit au revoir à tout le monde, à la terre. Et ils ont accompagné Aliwa jusqu'au bord d'une falaise. Alors là, elle leur a dit « Gardez-moi dans votre cœur. Et n'oubliez pas de dire ce que vous avez vu ici. On ne sait jamais. Ça pourra peut-être faire que tout ça n'arrive pas. » Alors Raoul et Mélina se sont donné la main. Ils ont fermé les yeux. Aliwa leur a dit « Ne vous inquiétez pas. Vous réatterrirez exactement à l'endroit d'où vous êtes partis. » Elle les a serrés sur son cœur. Et Raoul et Mélina ont sauté. Et leur chute a duré. Un temps interminable. Jusqu'à ce que Raoul se réveille sur un
de journaux, magazines et de papier. Mélina était là, qui dormait à côté de lui, alors il l'a réveillée. Il y avait du bruit. Ils ont vu qu'il y avait des personnes qui arrivaient, qui sortaient par la grande porte, alors discrètement ils les ont suivis, ils se sont retrouvés dehors, le soleil se levait. Raoul a pris la main de Mélina, il l'a ramenée chez elle et en chemin, il lui a raconté qu'il avait fait un drôle de rêve. Et ce qui était encore plus drôle, c'est que Mélina, elle avait fait un rêve un peu similaire. Il a laissé Mélina chez elle, il est rentré chez lui. Sa mère, elle était contente, mais elle était un peu inquiète. Donc elle l'a accueilli ni fille ni raisin, mais elle l'a quand même attablé devant un gros petit déjeuner. Puis pendant qu'il était là, qu'il trempait ses tartines, il y a quelque chose qui lui a piqué la cuisse. Alors il a mis la main dans sa poche, il a regardé. Trois graines. Mais alors il n'avait pas rêvé. C'était arrivé en vrai. Maman! Maman, est-ce que t'as de la terre? Je voudrais faire pousser quelque chose. Ah, Bravo les enfants, on était sages. Nous aussi. Merci. merci de m'avoir écouté. Ouais. Je dirais plus que c'est quand même un concours pour adultes. Mais là j'ai rajouté des trucs. Ouais, hein, il me semblait bien. Là des leçons, tout ça, j'ai rajouté. Je connaissais ton public. Et c'est ça. Je me souviens pas de quand la terre parle. Le dialogue. Enfin, la deuxième partie. Non, si, vache. C'est chatouilleux. Et en fait, c'est toi qui l'as écrit? Oui, c'est ça. C'est ce qu'il est. On va prendre ce tableau-là. Ouais. Et là, tu peux prendre ce tableau. Créer l'univers. Parce que j'ai Comment? De créer cet univers en fait, parce que du coup on parle vraiment dans l'univers. Ouais, on parle dedans. C'est assez fort quand même. De créer ça. C'est ça qui est long et qui manque de travail, parce que c'est quand c'est entre guillemets de la science-fiction. Du coup, il faut vraiment que tout soit cohérent, que tout se tienne, les décors, les personnages, ce qu'ils font. Ah bah tant mieux du coup si le feedback c'est que ça fait partir dans un univers, c'est chouette quoi, c'est ça. C'est ça. On y va. Hein. On a des images. Vous avez des images? Ah oui, complètement. Génial. Bon, moi j'ai bien fait les images, j'ai bien fait mon travail. Tu l'accompagnes vraiment dans les gestes. C'est pas que le grand, tu fais vivre vraiment. Tu fais vivre les personnages. Mon ballon. Je lis la chanson. Hein. Gabriel, Une sacrée mémoire aussi pour tout ça. comment? Une sacrée mémoire aussi. Ouais. Non. Bah, c'est la fin du conte, bon. Je voulais faire exprès que je n'ai pas. Dehors, Gabriel, dehors. Le ballon, dehors. Le ballon, c'est dehors. Et loin des bébés. Quoi sur son bébé? Papa. J'aimerais un câlin, papa. Bah voilà. Ça va être ça, ouais.
Et ça fait, ouais, il faut de la mémoire, c'est sûr. Ça fait combien de temps que ça fait combien de fois que tu le racontes? Ça fait la deuxième fois ou la troisième fois? Non, ça fait un peu plus. Je sais pas, ça fait pas plus de 10 fois encore. Et j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans. J'ai commencé à travailler dessus il y a 2 ans. Il m'a fallu toute une saison pour écrire. Et après, il m'a fallu des mois de travail de conteuse dessus pour raconter différemment, enlever des trucs de l'histoire, faire venir les personnages, faire venir les... Parfois, pour 10 minutes de conte, je peux faire 6-8 heures de rêve dans ma tête pour le décor, qu'est-ce qu'il a à gauche, qu'est-ce qu'il a à droite, devant, derrière, en haut, c'est comment, la pierre, elle est comment, est-ce que ça fait frais, est-ce que ça fait chaud c'est difficile à imaginer ça, hein, quand on écoute 2 ans de boulot. Ouais, il y a 2 ans, mais c'est pas fini. Là, quand j'ai repris le boulot pour venir ici, je me suis dit, oh là là, mais il y a encore trop de trucs qui vont pas. Mais bon, je crois que c'est le spectacle vivant, c'est le fait que les spectacles. C'est vivant, voilà. C'est vivant, ouais. Ça se rôde au fur et à mesure qu'on le dit, quoi. En tout cas, pour nous, c'est la deuxième fois que tu le racontes. Oui, c'est la deuxième fois que je le raconte. Tu t'en souviens? C'est resté tout aussi sage. D'accord, bravo. C'est plus, ouais, 8-9 ans, je suis À partir de 8 ans, voilà, c'est ce que je dis à partir de... Et en général, c'est la médiathèque, c'est ça, les gens viennent... Les médiathèques et les classes. Et les classes, ouais, c'est ça. Et puis aussi, je pense que je vais proposer... Dans les villes, elles font des manifestations sur l'environnement et tout ça. Ouais, parce qu'après, ils peuvent créer des trucs aux enfants, j'imagine, avec ça. Ouais. La classe qui m'a aidée à le créer, ils ont fait des dessins. Ouais. Enfin, des fraises carrées et tout. Ouais, j'adore. C'était une classe, c'était maternelle. C'était quoi une classe? C'était une classe. C'était des CM2. Oui, CM2. Oui. Ah oui, donc là, il y a c'est ma CM2. Ouais, voilà. Du potentiel. Puis même, je pense, pour jusqu'à 10 ans, 11 ans. Ouais, même pour les adultes, quoi. Ah ouais, parce que forcément, il y a des références à 2-3 trucs un peu d'actualité, quoi. Déshumanisation. Des trucs à grève et tout. Et du coup, je me dis, même pour des adultes, ça peut permettre de lancer, je sais pas, des débats. Des débats, ça dans des trucs écologiques, je sais pas, enfin, j'en sais rien. Maman, j'ai trouvé une Que ce soit de graines et tout ça. Mais ça me plaît bien d'être Elle a inscrite fait dans ça et elle est rentrée dans la... Je vais chercher de ce côté-là, quand je vais m'occuper de cet aspect des choses, je vais chercher de ce côté-là. Mais j'ai dû vachement édulcorer, parce qu'avant il y avait un peu trop les pancartes militantes. Oui. Là j'ai rajouté un peu, parce que voilà, mais c'est vraiment la poésie, donc... Ça reste connoté, quoi. Oui, tu sens l'engagement, quand même. Je vous dis où j'ai rencontré Alexandra, je l'ai rencontrée. Donc on parlait de hasard, je sais plus avec qui, enfin régulièrement je parle du hasard qui n'est pas un hasard. Je l'ai rencontrée début novembre au week-end de lancement de la campagne Tous candidats 2012 de Pierre Rabhi. Donc c'était où, je sais plus comment ça s'appelle. C'est dans le 77 là. 94 je crois. Non, 77 dans un 77, t'as raison. Ouais. Enfin, vraiment, on s'est toutes les deux déplacées là-bas. Et donc Alexandra y était que le vendredi soir, c'était une conférence donnée par Pierre Rabhi et plein d'autres interlocuteurs aussi, le philosophe Edgar Morin, et puis plein de gens de la campagne Colibri qui témoignaient aussi. Et au début de la conférence, donc Pierre Rabhi non, je ne sais pas si c'est Pierre Rabhi ou quelqu'un d'autre qui dit bon, avant de commencer la conférence, vous allez prendre quelques minutes pour en fait connaître ses voisins, parce qu'en fait ça commence de là aussi. Théo, là tu peux l'araignée, là tu peux. Elle va se débrouiller. D'habitude il tue pas. Il y a une libellule. Ah oui, il me disait qu'il avait fait violence, la libellule elle est là. Ah bah tu vois, ça vient, ce que tu racontes est en train de venir, non? Il y a une fourmi qui est arrivée sur mon doigt 2 secondes après l'épisode des insectes qui arrivent. Oui, j'ai vu le moment de l'oiseau. Le moment de l'oiseau, c'est marrant aussi. C'est excellent. Et donc, au moment où il disait tournez-vous pour connaître vos voisins, c'est Alexandra, elle était derrière moi. Et donc, moi je viens du Val d'Oise. Ah, du Val d'Oise! Enfin, quelqu'un du Val d'Oise aussi qui s'intéresse au mouvement. Et donc, on a s'est échangé nos coordonnées. Et voilà. C'est la chasse à la libellule, alors.
Oh non, elle s'ennuie. Elle est là, juste sous le volet. Là. Ah, ouais, c'est bien sur le mur là. Elle est trop belle. Je suis à Saint-Gratien. D'accord. Ah oui, bah oui, c'est pas très loin. Pour une fois que les gens pas très loin. Ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est bon. Ouais, c'est grand. Et puis, on a dit qu'on rentrait des gens. Et donc elle m'a envoyé un mail un jour en disant voilà, je compte à Saint-Gratien à 5 du matin. Elle fait se lever, mais bon, on est allé là-bas. Écoutez ce conte que je vous ai raconté après m'enthousiasme. Oui, avec le téléphone. C'est à toi? Ah oui, Moi, je croyais que c'était la musique. Ah oui, je t'ai montré ça. Oui, t'as vu le chant. Ah oui, j'adore cette communion avec le chant que tu fais, c'est absolument magnifique. C'est pour ça que je voyais bien, je vais dire si José est là, qu'il l'accompagne au piano. C'est un ballon. Faut peut-être l'arrêter ton magnétoscope, mais je sais pas. Tu es peut-être là. Ah oui.